J'en profite également pour remercier mon collègue Jean-Christian Plot de sa présence aujourd'hui avec moi. Donc, merci Jean-Christian de co-animer ce webinaire avec moi. Et je vous salue bien sûr tous, membres de la communauté de l'UQAM, qui vous êtes inscrits nombreux à ce webinaire. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'intervenants aussi. Il n'est pas impossible que la rencontre prenne un peu plus qu'une heure. Donc, si vous êtes capable de rester un peu plus tard que les 60 minutes, on sera bien heureux de pouvoir conclure avec vous. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que Jean-Christian et moi sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de cet enjeu qui a une attention toute particulière pour nous, qui est la santé mentale des personnes étudiantes et des membres du personnel de l'UQAM. Nous sommes accompagnés aujourd'hui, vous la voyez sans doute autour de moi, quelque part dans l'écran, d'une interprète, Mme Geneviève Bugeaud. Donc, je la remercie pour son aide tout au long de la rencontre. Donc, Dr Nguyen, vous avez été brièvement présenté par Mme la rectrice. Nous avons le plaisir de vous avoir avec nous pour la prochaine heure. Donc, un immense merci d'être avec nous. Je vais vous présenter comme il se doit. Donc, je vais lire un certain nombre d'informations sur vous avant de vous céder la parole. Donc, Dr Nguyen est la responsable médicale du service développement des jeunes à la Direction régionale de santé publique de Montréal depuis 2016. Elle a obtenu son diplôme de médecine et complété sa résidence en santé publique et médecine préventive à l'Université de Montréal et voilà. Et elle est également titulaire d'un doctorat en épidémiologie de l'Université de Montréal depuis 2008. Et sa thèse portait sur les facteurs de risque environnementaux de la dépression chez les jeunes en transition de l'adolescence à l'âge adulte. Quel beau sujet, fort intéressant. Ses intérêts de recherche incluent notamment les déterminants sociaux de la santé et l'épidémiologie sociale des problèmes de santé chez les jeunes. Donc, je vous céderai tout de suite la parole, Dr Nguyen. Vous allez nous parler davantage de votre rôle à la DSP, de l'évolution de la pandémie, et vous allez nous présenter quelques données épidémiologiques sur la santé mentale des jeunes également. Donc, merci, je vous cède la parole tout de suite. Donc, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier l'UQAM de son invitation. Ça me fait immensément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je vous dirais que la première étape est d'être capable de faire un partage d'écran, ce qui est toujours l'épreuve pour toute présentation. J'espère que ça marche. Je vais me mettre en mode présentation juste pour vous dire effectivement. Donc, à la santé publique, donc, je suis la responsable médicale du service développement des jeunes. Juste pour vous dire, il s'agit donc d'un service qui a trait à toutes les problématiques de santé qui touchent les jeunes dès l'entrée à l'école et ce, jusqu'à l'entrée à la vie adulte. Donc, je vous dirais dès l'entrée à la maternelle, donc en moyenne entre 5 et 25 ans. Il s'agit de notre population d'intérêt. Et plus précisément, dans le contexte pandémique, dans le fond, nous sommes le service qui est responsable de tout ce qui est gestion de cas, contact et éclosion qui a lieu en établissement scolaire et qui inclut donc, je vous dirais, dès l'entrée, encore une fois, dès l'entrée à l'école jusqu'au post-secondaire université. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'on couvre plus de 600 établissements à Montréal et on couvre dans le fond une population qui regroupe à la fois la population étudiante, mais aussi le personnel, plus de 600 000 personnes. Donc, ça vous donne une idée de la population que l'on couvre à ce niveau. Et donc aujourd'hui, la présentation portera justement sur, tout d'abord, un état de situation. Qu'est-ce qu'il en est de la COVID actuellement à Montréal, mais aussi qu'est-ce qui en a été en fait depuis la rentrée scolaire dans vos établissements, plus précisément justement au niveau universitaire. Et en fait, il y aura une seconde partie à la présentation qui justement portera sur les impacts collatéraux, qui est aussi énormément d'intérêt pour nous, et notamment sur évidemment la santé mentale au niveau de vos communautés. Donc, tout d'abord, la situation actuelle à Montréal, et comme le disait Madame la rectrice, nous avons l'habitude de présenter en fait les chiffres sur une base très régulière et les chiffres les plus actuels. Donc, pour vous donner une idée, voici quelques chiffres sur la situation épidémiologique à Montréal. Et c'est vraiment au cours de la dernière semaine, nous comptabilisons nos chiffres de manière hebdomadaire, donc du 1er au 8 mars, par exemple. Donc, je vous dirais que de manière générale, ce sont de bonnes nouvelles. Vous allez les voir. Tous nos indicateurs sont, j'allais dire, en baisse, en diminution. Donc, le premier étant le plus important, le nombre de cas de Covid. Donc, au cours de la dernière semaine, 2255. Ça peut sembler un chiffre quand même important, tout à fait. On souhaite éventuellement qu'il tombe à zéro, ce chiffre. Mais donc, actuellement, c'est quand même l'état des choses. Mais la chose importante à noter, c'est que ce chiffre est en baisse depuis plus de 6 semaines consécutives.
Donc, c'est la première nouvelle. On parle beaucoup de la situation des variants. C'est une situation qui inquiète beaucoup de gens. Juste pour vous dire, les chiffres du gouvernement, ça a été déjà annoncé qu'actuellement à Montréal, on se situe autour de 20% de nos cas de COVID sont des cas de variants et les chiffres le montrent ici, donc 408 cas de variants au cours de la dernière semaine. Donc, pour l'instant, il y a une certaine stabilisation. Je vous dirais que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que le respect des mesures sanitaires font en sorte que justement cette proportion est stable et donc qu'à 20%, le nombre de cas de variants demeure en minorité par rapport à, j'allais dire, la souche originale, ce qui est une bonne nouvelle. Ensuite, au niveau de l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par 100 000 habitants, donc il a également baissé. Et ce qui est bien, c'est qu'il a baissé dans tous les groupes d'âge. Et ça, on le voit très bien. Je vous dirais qu'au niveau des décès, au niveau du nombre de cas chez les travailleurs de la santé, au niveau des hospitalisations, au niveau des lits occupés en soins intensifs, tous les indicateurs sont en baisse depuis plusieurs semaines consécutives. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, je veux dire, ça montre que la pression sur le réseau de la santé est en train de diminuer. Et je vous rappelle que, en fait, la raison de tous les sacrifices, la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons, c'est pour deux choses. C'est pour éviter que les personnes les plus vulnérables, dans le fond, développent la maladie grave et en fait en décèdent, et ce, de façon tout à fait évitable. Et deuxièmement, c'est pour éviter la surcharge, c'est pour éviter, je veux dire, le débordement de notre réseau de santé. Je pense que tout le monde a été, en fait, quiconque a travaillé dans le réseau de la santé a été un peu hanté par rapport à ce que l'on a vu en Europe. Et définitivement, c'est ce qu'on a voulu éviter à tout prix. Et je vous dirais que les chiffres que l'on a en ce moment montrent qu'on est sur la bonne voie. Et je voulais présenter quand même quelques chiffres parce qu'on les attend. C'est vraiment ce qui va nous permettre de respirer beaucoup plus facilement au cours des prochaines semaines. C'est la question de la vaccination. Et je vous dirais que mes chiffres sont déjà un peu périmés. Ils datent du 7 mars. Mais je vous dirais, en date d'aujourd'hui, nous avons clairement dépassé les 200 000 premières doses données à Montréal. Je vous dirais que vous voyez au niveau de nos priorités, c'est clair qu'actuellement, les premières catégories ont toujours été les personnes âgées en CHSLD, en résidence pour personnes âgées et évidemment les travailleurs de la santé en première ligne. Et je vous dirais que actuellement, si on prend par exemple la cible pour les personnes en résidence pour personnes âgées, nous avons dépassé les 90% de cette population, ce qui est une excellente nouvelle et ce qui explique pourquoi nous sommes maintenant à vacciner dans la communauté. Je vous dirais même la bonne nouvelle, dès aujourd'hui, vous l'avez vu, à Montréal, nous sommes maintenant les gens de 65 ans et plus peuvent se faire vacciner. Donc, ça avance quand même très bien. Et je vous dirais que effectivement, dès que toutes les personnes de 60 ans à Montréal seront vaccinées, au moins pour une première dose, ça nous permettra à tous de respirer beaucoup plus facilement. Donc voilà pour, je vous dirais, le portrait de la situation à Montréal actuellement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est au niveau des milieux universitaires? Et au niveau des milieux universitaires, en ce qui a trait au cas de COVID, etc., depuis la rentrée, donc depuis septembre dernier, donc ce qui va faire déjà 6 mois et un peu plus, je vous dirais que, en fait, de manière générale, la situation dans les milieux universitaires est excellente. Depuis septembre jusqu'au 5 mars, je vous dis, nous avons traité 400, traité en matière, je vous dirais, d'enquête épidémiologique, comme on dit, 405 cas positifs de COVID. Ça peut sembler beaucoup, ça peut sembler être un chiffre important, mais encore une fois, je vous rappelle, la population dont je parlais tout à l'heure, 600 000 personnes. Alors, 405 cas positifs, si on regarde dans l'ensemble, c'est quand même pas si mal. Et juste pour vous donner une idée, durant la même période, donc de septembre à mars, nous avons traité au total 13 230 cas de COVID dans les établissements scolaires durant cette période. Donc 405 cas sur 13 000, vous allez voir tout à l'heure, ça représente un très faible pourcentage. Dans le fond, c'est 405 cas à travers 7 établissements. Et en fait, il y a un total de 8 éclosions. Et j'en parlais un peu plus en détail tout à l'heure sur la question des éclosions. Donc, en proportion, au niveau universitaire, ça représente à peine 3% de tous les cas que nous avons traités en milieu scolaire. Donc, ça vous donne une idée que, de par les mesures sanitaires, de par le fait qu'il y avait quand même moins de gens sur les campus, ça a certainement contribué. Et vous le voyez, les chiffres, et quiconque parmi vous a des enfants au niveau primaire et secondaire le savait très bien, la grande majorité des cas, plus de 85% des cas que nous avons eus, se situent au niveau des écoles primaires et secondaires. Et je vous dirais que c'est tout à fait normal. Et vous voyez que près de la moitié des cas sont plus au niveau primaire. C'est normal. Ce sont les endroits où, quelque part, nous avons autorisé le plus grand nombre de contacts. Des classes entières, des bulles classes, sans distanciation, etc.
c'est un choix de société que nous avons fait parce qu'au-delà de la COVID, il y a d'autres choses qui sont importantes, notamment le développement de nos enfants, notamment leur réussite éducative, leur bien-être, santé mentale et aussi celui des familles. Et donc, c'est pour ça que certains choix ont été faits. Et quelque part, il y a eu, oui, plus de cas dans ces écoles, mais vous pourrez savoir que le tout a été quand même très, très bien géré de manière générale. Donc, au niveau des éclosions, maintenant, parce qu'on se pose la question, donc au niveau universitaire, comme je disais, 8 éclosions au total, ce qui est encore une fois un très faible nombre. Juste pour vous donner une idée, il y a un total de 729 éclosions qui ont été déclarées dans l'ensemble des milieux scolaires depuis la rentrée, depuis septembre. Donc, vous voyez, 729 éclosions. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait traité un total de 12 000 quelques cas. Donc, vous voyez que chaque cas ne mène pas à une éclosion. Et quand vous faites une division rapide, vous voyez que chaque éclosion ne regroupe pas tant de cas que ça, surtout quand on considère la taille des milieux, la taille des écoles. On parle des écoles de plusieurs centaines de personnes, des polyvalentes à 2-3 000. Et puis, dans vos milieux universitaires, vous imaginez le nombre de gens. Donc, et puis plus précisément, si vous regardez au niveau des éclosions, dans le fond, on en a eu 3 au tout début de l'année scolaire dans des équipes sportives. Très rapidement, ça a été cessé parce que, en fait, effectivement, la reprise des sports, en fait, a été interdite. Et la raison pour laquelle ça a notamment motivé cette décision, parce qu'on a vu qu'il y avait des éclosions dans les équipes sportives. Et ce n'était pas nécessairement lors des matchs, ce n'était pas nécessairement lors des entraînements, c'était lors des rassemblements, avant, après des rassemblements, j'allais dire un peu privés d'équipe dans ce contexte. Nous avons eu une éclosion dans le cas, par exemple, d'employés d'une bibliothèque, et ce n'était pas dans le cadre de leur travail, mais bien lors d'une période de dîner, ils ont partagé un repas, etc. Et nous l'avons vu, beaucoup de situations qui impliquaient des employés, ce n'était pas nécessairement durant le travail, mais beaucoup plus durant les heures de pause, durant les heures de dîner, où là, il peut y avoir relâchement de certaines mesures sanitaires. Et on a eu dans des résidences universitaires lors de rassemblements, encore une fois, qui étaient, je dirais, non autorisés. Et il y a eu certaines situations parmi des élèves qui ont travaillé en groupe. On parle de 2-3 élèves et c'était tout à fait retraçable, facilement identifiable. Donc, bref, je vous dirais que ces éclosions, dans le fond, ont été très facilement identifiables et s'expliquent aussi très clairement par, j'appellerais, débris de mesures sanitaires quand même très, très claires dans ce contexte-là. Il y a eu 0 éclosion dans aucune situation de classe, de cours, de laboratoire. Il n'y en a pas eu. Et pour votre établissement, en particulier pour le CAM, sachez qu'il n'y a eu aucune éclosion qui a été déclarée depuis la rentrée scolaire, ce qui est évidemment excellent. Donc, je vous dirais que de manière générale, la raison pour quelque part, j'allais dire, ces bons chiffres, revient un peu à certaines mesures sanitaires qui sont mises en place. Et je vous dirais, ce tableau, en fait, ce graphique représente un peu les grandes mesures que l'on utilise. Le triangle inversé, juste pour vous dire, puis vous allez reconnaître tout de suite ces mesures, ce n'est pas surprenant. La première, celle qui est, je vous dirais, celle qui nous fait le plus souffrir depuis bientôt un an, mais je vous dirais que c'est celle que l'on préconise le plus, c'est celle qui a le plus d'impact au niveau populationnel, justement quand elle est au haut, c'est celle qui touche le plus de gens et qui donc voilà est la mesure, je vous dirais, la plus efficace, c'est la question de l'éloignement physique. Lorsqu'on parle de distanciation de 2 mètres, c'est là-dedans qu'on se situe. Lorsqu'on parle d'éviter les rassemblements, et je vous dirais, à la limite, ce sont plus les rassemblements privés. À la limite, c'est pour ça qu'il n'y a pas de concert, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mariage, c'est pour ça, c'est dans ce terme-là, le type de rassemblement. Et évidemment, il y a toute la question de rester à la maison lorsqu'on a des symptômes, éviter d'aller voir des gens lorsque ce n'est pas nécessaire, etc., etc. Donc, c'est vraiment là où on se situe. Et même si à la limite, ça nous fait souffrir, c'est ce qui est effectivement le plus efficace à un niveau populationnel. Ensuite, il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures d'ingénierie. Et puis je pense que vous l'avez vu, il y a par exemple tout ce qui est les barrières physiques, les panneaux de plexiglas qui sont utilisés dans les milieux de travail. Il y a eu beaucoup de débats sur la question des purificateurs d'air, de l'aération, qu'est-ce qu'il y en est. Je vous dirais que de manière générale, oui, tout à fait, on préconise une aération, ça aide beaucoup. Effectivement, le virus à l'extérieur, ça permet dans le fond, je dirais, une transmission qui est moindre dans ce contexte-là. Et en fait, il suffit d'une simple aération, ouvrir les fenêtres dans les milieux. On approche le printemps arrive, la belle température arrive, ça va être d'autant plus important et agréable en fait de préconiser cette aération.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mesures administratives et clairement dans les milieux universitaires, on l'a vu, ça a été parmi les premiers milieux touchés par ces mesures, à savoir effectivement limiter le nombre de personnes sur place. Autant dans une classe que sur un campus, l'enseignement à distance, tout ça font partie des mesures, dans le fond, qui permettent de limiter quand même la propagation du virus. Et vous voyez, le triangle s'inverse et dans le fond, ce qui est en haut, c'est ce qui touche le plus de gens et plus on descend, plus dans le fond, des mesures touchent de moins en moins de gens et dans le fond, sont limitées aux personnes spécifiques qui sont concernées, par exemple les élèves d'une classe, par exemple les élèves d'un cours, etc. Et le dernier, et non le moindre, c'est le port de ce qu'on appelle de l'équipement de protection individuelle, à savoir, dans ce cas-ci, les masques de procédure, les masques médicaux. Et on entend souvent parler de gens qui disent: ah oui, mais le port du masque pour protéger d'autres personnes, etc. Oui, c'est sûr que le port du masque protège les autres, mais à la base, le masque médical, en fait, protège l'individu lui-même. Alors c'est pour ça que c'est une mesure que l'on préconise beaucoup. Quand même, quand vous portez un masque de procédure, un masque médical, vous vous protégez vous-même, en fait. Et juste pour vous donner quelques chiffres, nous avons pu regarder quelque chose. Comme vous le savez, au niveau des écoles secondaires, au tout début de l'année, dans le fond, il y avait le couvre-visage qui avait été mis en place. Et ensuite, un peu plus tard, il y a eu une journée sur deux, dans le fond, à distance. Et après les fêtes, le port du masque de procédure chez les élèves du secondaire. Donc, on a pu voir la gradation des mesures et nous avons regardé. Et effectivement, lorsqu'on a regardé au niveau des établissements scolaires entre 2020, donc l'automne, et depuis 2021, depuis la rentrée, on a vu qu'il y avait une baisse depuis tout à l'heure, vous l'avez vu, là, au secondaire versus au primaire, il y a moins de cas au secondaire qu'au primaire, et encore moins depuis la rentrée, depuis après fête, depuis 2021. Donc, effectivement, la question du masque de procédure, selon nous, a été une mesure qui a contribué à ça. Et je vous dirais que ce n'est pas étranger au fait que maintenant, effectivement, au primaire, le masque de procédure a été préconisé. Donc voilà, ça c'était vraiment, je vous dirais, c'était la première partie de la présentation, à savoir le volet Covid, mesures sanitaires, qu'est-ce qui en est au niveau de vos communautés à ce niveau-là. La seconde partie, et non la moindre, porte sur l'aspect des impacts et je pense que les collègues tout à l'heure auront d'autres interventions qui iront dans le même sens. Donc le volet effectivement santé mentale au niveau des jeunes adultes, au niveau de la communauté universitaire. Donc je vous dirais que, et puis ça a été quand même relativement documenté, on en parle quand même beaucoup, le volet santé mentale. Il y a eu plusieurs sondages, quelques études, on commence à voir les chiffres. Parmi les études que l'on suit beaucoup, celle de Dr Mélissa Généreux de l'Esprit, mais qui a fait une étude, je veux dire, au niveau de la province sur tout ce qui est bien-être psychologique en pandémie à différentes périodes. Et on a pu voir quand même quelques résultats très intéressants. Au niveau santé mentale, donc, on a vu, notamment dès le printemps 2020, en plein confinement, ce qu'on a pu voir, c'est que, en fait, les 18-24 ans, donc vraiment la population des jeunes adultes, rapportaient des niveaux quand même assez importants de détresse psychologique, plus élevés en fait que l'ensemble de la population et même beaucoup plus élevés que les 60 ans et plus. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez que les 60 ans et plus, durant cette première vague, c'était eux les plus touchés en matière de mortalité, hospitalisation, effectivement, et pourtant, c'était plus chez les 18-24 ans que l'on a vu cette détresse. On a également vu à Montréal que les 18-29 ans rapportaient plus que d'autres groupes d'âge, puis vous voyez les chiffres ici, dans le fond, que la pandémie avait un impact considérable sur leur santé mentale et sur la santé mentale, en fait, au sein de leur foyer. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, on a véhiculé le fait que les jeunes adultes, notamment, pouvaient sembler plus insouciants par rapport à la pandémie, pouvaient sembler moins respecter certaines règles sanitaires, etc. Et en fait, nos chiffres montrent que, en fait, non, ce groupe d'âge-là est tout aussi inquiété par la pandémie, et tout aussi considère que c'est tout aussi important, et même plus, ils voient en fait l'impact de cette pandémie sur leur vie, non seulement leur santé mentale, mais celle de leur famille aussi et de leur foyer. Et on a vu notamment que les jeunes Montréalais en fait rapportaient plus de symptômes d'anxiété généralisée ou de dépression majeure, plus que le reste du Québec. Vous voyez les chiffres entre 46 et 31, et plus, beaucoup plus que si on regarde, si on compare chez les 25 ans et plus, on parlait de 24%, donc presque le double à ce niveau-là. Donc ça, c'était quelques chiffres pour le volet santé mentale. On a aussi regardé la consommation. Puis il y a eu quelques articles récemment sur la consommation d'alcool, un peu moins chez les adolescents, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Mais au niveau des jeunes adultes, 18-24 ans, nous avons vu une augmentation de la consommation durant la pandémie, plus
que l'ensemble de la population. Et je vous dirais que comme l'étude de l'Institut national de santé publique qui a été faite autour du mois de mai, nous étions en plein confinement général. Donc, c'est une consommation qui, normalement, n'aurait pas lieu dans un contexte social, dans un contexte de rassemblement festif, par exemple, mais bien beaucoup plus dans un contexte d'isolement et possible, et en fait, en matière d'hypothèse, en matière de mécanismes de coping, en fait. Et donc très associé à un enjeu de santé mentale. Et d'ailleurs, on a eu certains chiffres qui ont montré que la consommation quotidienne, de manière générale à Montréal, pour les consommateurs d'alcool à Montréal, a quand même augmenté significativement. Donc avant la pandémie, on était à 11% de consommateurs quotidiens, et là, en période de pandémie, on est allé à 27%. Donc ça vous donne une idée. Et finalement, on a aussi regardé la question de la motivation scolaire au niveau des étudiants. Il y a un sondage qui a eu lieu en mai dernier et qui a regardé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé autant des échantillons au niveau des élèves du secondaire, cégep et université. Et ça a montré que dans toutes ces catégories, en fait, il y a eu, dans le fond, une baisse de motivation. Et puis, parmi les facteurs qui ont négativement affecté la motivation, c'est sans surprise la question de distraction, de difficulté à la maison à pouvoir être motivé. Et puis, on comprend, à Montréal, il y a quand même une bonne proportion d'étudiants qui vivent avec leur famille, vivent avec leurs parents. Et donc, tout le monde en télétravail, ça peut être excessivement difficile. Le manque de contact humain, l'aspect isolement, j'allais dire solitude, a beaucoup été ressorti aussi. Et la question du manque de buts concrets, difficulté à se projeter, a été mentionnée. Et dernière petite chose que je voulais montrer en matière des chiffres, parce que plusieurs d'entre vous dans la communauté ont des enfants, et ça n'a pas été facile, certainement, durant cette période, et on l'a vu avec des chiffres. Au niveau à Montréal, les parents montréalais qui avaient un enfant à la maison ont été particulièrement touchés. On a vu qu'ils ont rapporté plus de symptômes d'anxiété, de dépression, ailleurs à Montréal qu'ailleurs au Québec. On le voit puisque Montréal a été quand même l'épicentre de la pandémie à ce stade-ci. On a vu que durant la première vague, notamment, sans compter que les écoles à Montréal ont été complètement fermées, complètement durant la première vague. Dans le fond, plus de moments d'irritabilité, de colère, perte de plaisir, d'intérêt. Sans aucune surprise, je veux dire, les femmes montréalaises ont rapporté avoir des journées beaucoup plus stressantes avec un enfant à la maison comparativement à ce qu'on a pu voir comme pourcentage chez les hommes. Et sans surprise aussi, pour ceux qui vivent seuls, situation de statut de monoparental ou de parents qui étaient travailleurs de la santé ou des services sociaux dans les conditions que l'on a vécues, étaient évidemment plus susceptibles de rapporter des symptômes compatibles avec l'anxiété et la dépression. Donc, vous voyez que, oui, la santé mentale, je veux dire, on parle de la pandémie, des risques sanitaires, mais c'est sûr que les impacts en matière de santé mentale est quelque chose qui doit nous préoccuper à ce stade-ci. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut être fait et en matière d'initiative? Et ça va être certainement abordé un peu plus tard par mes collègues. Donc, il y a un peu comme le triangle que j'ai montré tout à l'heure, il y a des interventions pour l'ensemble. Autant c'est marqué ici pour tous les étudiants, mais en fait pour l'ensemble de la communauté universitaire. Il y a des interventions un peu plus ciblées pour ceux qui présentent déjà certains signes de détresse ou de difficulté, et évidemment pour ceux qui manifestent déjà des problèmes de santé mentale, il y a des choses à faire. Mais de manière générale, je vous dirais que je mets un peu plus l'emphase en matière de promotion, prévention, donc sur ce qui peut être fait pour tout le monde de façon universelle. Il y a bien sûr des choses au niveau de l'organisation, j'allais dire plus structurantes, donc tout ce qui est les politiques organisationnelles, la manière, la planification, donc au niveau des institutions pour aider un peu de manière générale les étudiants. Il y a, et je vous dirais que ça, c'est quelque chose de très important, le climat. Le climat et l'environnement, faire en sorte que le milieu soit un milieu qui soit soutenant, soit un milieu qui soit inclusif, soit un milieu, donc ça c'est excessivement important, certainement en pandémie, mais de manière générale aussi. Et finalement, il y a toujours cet aspect qui est la sensibilisation à la santé mentale, parce que, on ne se le cachera pas, la santé mentale demeure un sujet tabou, demeure un sujet dont il est difficile de parler, et surtout dans ce contexte de pandémie, de pouvoir en parler. Il y a ensuite évidemment des choses plus en lien avec pouvoir offrir des services, connaître les services, pouvoir avoir des services de gestion de crise aussi, et aussi pouvoir repérer déjà les étudiants en difficulté. Ça, c'est pour les autres catégories d'intervention. Et donc, je termine bientôt avec ça. Donc, en fait, de manière générale, pour le climat, le campus soutenant et inclusif, on demande par exemple de porter attention à certains groupes. On pense notamment
aux étudiants internationaux qui sont parfois plus seuls, qui sont ici, qui n'ont pas de famille, etc. Évidemment, toute la question du statut socio-économique plus faible, qui peut être difficile pour certains étudiants qui, par exemple, travaillaient et là ne peuvent plus travailler, etc. Il y a tout ce qui est initiative en lien avec l'entraide, programme par les pairs. Et je sais qu'à l'UQAM, il y a certaines initiatives en ce sens et c'est vraiment excellent parce que ce sont parmi les interventions les plus efficaces. On considère aussi d'encourager une consommation modérée d'actualité avec toute la désinformation qui existe. C'est sûr que ça peut être quand même assez perturbant. Donc, à ce niveau-là, on recommande évidemment de valoriser les forces, les expériences des étudiants, de les engager, de les mettre à contribution. Ils ont un rôle de se sentir engagés dans son milieu. Ça aide, évidemment. Et aussi tout le volet de faire connaître les services, les ressources. Je pense qu'il va y avoir un point là-dessus. Et donc, effectivement, c'est très important. Et puis, finalement, pour ce qui est santé mentale, et puis c'est des petites choses, hein. C'est pas nécessairement de parler de maladie mentale, mais bien de santé mentale dans la façon la plus positive possible. Penser à soi, une bonne alimentation, sommeil, avoir quand même des activités plaisantes malgré les consignes sanitaires et les restrictions. Et puis, il y a plein d'initiatives. Il y a même, par exemple, je donne des exemples, puis l'UQAM en a certainement, mais par exemple, d'une université qui a fait un calendrier. Il y a eu beaucoup de défis 28 jours. Et donc, un défi 28 jours, de prendre soin de soi, différentes activités, etc. Donc, c'est quelques exemples à ce niveau-là. Et finalement, je termine. Si vous voulez plus d'informations, il y a quelques documents qui pourront être disponibles. Je suis allée vite. Je n'ai pas regardé mon temps parce qu'on m'a donné 20 minutes que j'ai très possiblement dépassé. Mais... Merci. Alors voilà. Merci, Dr. Nguyen. Vous les avez légèrement dépassés, mais c'était excessivement stimulant de vous écouter. Jamais j'aurais cru il y a un an qu'écouter une présentation sur l'épidémiologie serait aussi intéressante. Donc, les temps changent, mais très certainement, vous y contribuez parce que vous êtes passionné par votre sujet. C'est très, très stimulant de vous écouter. Évidemment, ça amène un certain nombre de questionnements aussi. Donc, Jean-Christian, j'aurais tendance à t'envoyer le ballon. Est-ce que, spontanément, à la lueur de ce que tu entends, il y a certaines questions qui émergent pour Dr. Nguyen? Tout ce qui a été dit nous interpelle, c'est évident, c'était extrêmement passionnant. Mais moi, je serais tenté de poser à la Dr. Nguyen des questions sur la vaccination. C'est un sujet que vous avez abordé dans votre présentation. Alors, on le sait, il y a eu des retards au mois de février. Ils semblent s'être résorbés. Vous disiez que les choses vont bien en ce moment. Comment voyez-vous le déroulement de l'opération de vaccination? Est-ce que vous entrevoyez d'autres obstacles? Et quels sont les échéanciers réalistes auxquels on peut s'attendre maintenant? Tout à fait. Et puis effectivement, vous le mentionnez. Je vous dirais qu'en matière de vaccination, actuellement, le terme un peu consacré qu'on utilise, c'est optimisme prudent. Dans le sens que je vous dirais que effectivement, ça va bon train. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est passé aux 65 ans. À la limite, je dirais qu'on était un petit peu plus en avance. Nous avons donc passé aux 65 ans. On est encore à 70 ans, je veux dire, hier. Et en fait, on pensait peut-être plus passer aux 65 ans la semaine prochaine. Donc, le fait que c'est déjà maintenant, ce sont d'excellentes nouvelles à ce niveau-là. Il y a aussi l'annonce du fédéral que vous avez vue en matière d'approvisionnement. Je vous dirais que c'est la première, quand vous parlez d'obstacles, c'est le premier obstacle. Je veux dire, la logistique, il n'y a jusqu'à présent eu aucune opération qui a nécessité une logistique aussi complexe et aussi déterminante que la vaccination que l'on vit actuellement. Nous sommes dépendants de toute la chaîne de production, d'approvisionnement, de distribution et de toute cette logistique. Actuellement, les annonces du fédéral montrent que l'approvisionnement, notamment via le vaccin Pfizer, devait être très bon. Donc, on parle je pense que ça a été annoncé, 1 million de doses par semaine à partir du 22 mars, je pense. Donc, ça, ce sont d'excellentes nouvelles. On ne serait pas à l'abri, comme je vous dirais, en matière d'obstacles, s'il y avait un bris dans l'approvisionnement, s'il y avait tout à coup, il y a eu certaines choses en lien avec des effets secondaires ou plutôt des événements néfastes en lien avec le vaccin d'AstraZeneca. Il est en étude. Je vous dirais que c'est la chose la plus prudente à faire, mais que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète, je vous dirais, mais rien ne pourrait, je veux dire, ça pourrait faire partie des choses que l'on regarde de façon très, très poussée. Mais je dirais qu'actuellement, je veux dire, les choses sont quand même assez positives. Maintenant, pour ce qui est de l'échéancier, je vous dirais que puis le dernier échéancier, effectivement, de notre directrice, Dr. Drouin, a énoncé effectivement plus autour de l'été, autour du mois de juin.
dans le fond, le souhait d'avoir une première dose donnée à toutes les personnes adultes à Montréal. Je vous dirais que si les choses vont aussi bien, je pense que c'est quelque chose qui est possible à envisager. Je vous dirais que de manière générale, pour nous, le premier souhait est de pouvoir vacciner au moins une première dose tous les 60 ans et plus. On parle évidemment de la question des plus vulnérables, donc je vous dirais que c'est notre absolue priorité en ce moment. Et ça je pense qu'il y a quelque chose, je pense que ça va bon train pour ce volet-là. Ce que j'aimerais savoir particulièrement, c'est qu'est-ce qui redevient possible immédiatement pour une personne vaccinée? Est-ce que c'est un moment de libération? Est-ce qu'on peut retrouver des activités? Et puis si on y pense maintenant à l'échelle de la société, la grande question, c'est quand est-ce que nous aurons atteint un seuil qui nous permettra comme société de recommencer à vivre normalement, à renoncer à la distanciation? Pour un établissement comme l'UQAM, quand est-ce qu'on revient en présentiel complètement, comme à l'automne 2019? Est-ce que vous êtes capable de nous donner des prévisions sur ce plan? En fait, et là, j'aimerais pouvoir vous donner une date exacte. J'aimerais pouvoir vous donner un pourcentage exact à partir de tel seuil, à partir de telle date, tout va être normal. La réponse est nous ne pouvons pas nécessairement pouvoir le savoir. La première raison et la plus évidente, c'est en lien avec l'efficacité du vaccin. C'est sûr qu'actuellement, au niveau des études, on sait que le vaccin est efficace pour prévenir les maladies graves, pour prévenir les hospitalisations et les décès. Et ça, c'est la chose la plus importante. Déjà, savoir que notre système de soins va être allégé, qu'il n'y aura pas de risque de dépassement des porteurs. Juste ça nous donne déjà, je veux dire, un peu d'air en matière de nos décisions, je vous dirais. Maintenant, le grand inconnu, c'est la durée de l'efficacité du vaccin. C'est tout ce qui est possible, j'allais dire, événements néfastes ou effets secondaires, etc. Et ça, on n'a pas le choix de l'étudier au fur et à mesure. Je veux dire, le vaccin, il vient d'être donné. Et donc, vraiment, c'est au fur et à mesure que les chiffres s'accumulent, on peut vraiment en savoir plus. Et donc, c'est pour ça qu'une réponse absolue à partir de tel moment, à partir de quel seuil, c'est impossible à ce stade-ci. Par contre, et je vous dirais, et ça, c'est ce qui a été aussi évoqué par nos gouvernements et au niveau, je vous dirais, des projections à Montréal, c'est sûr qu'à l'automne, en septembre, on devrait être ailleurs. Comme on dit, il devrait normalement y avoir une vaccination de toute la population adulte, au moins une première dose, et même possiblement une deuxième dose pour, je vous dirais, une partie des gens les plus vulnérables. Et donc, si je me fie, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à l'étudier, mais notamment les recommandations du CDC américain, qui a évoqué qu'après 2 doses de vaccination, c'est à ce moment que les recommandations américaines, du moins, permettent, j'allais dire, le retour au rassemblement privé sans distanciation. Donc, à partir de ce moment-là, ce serait quelque chose d'envisageable. Notre directeur national, Dr. Bouta, a évoqué que peut-être que ça ne prendrait pas de dose, peut-être une dose. Il n'y a rien de certain là-dessus. Mais si je me fie à ce qui a été évoqué aussi d'ici, donc c'est sûr qu'à partir du moment où une vaccination plus large et même une deuxième dose sera donnée, ça fera partie des allègements que l'on amènera. Mais je vous dirais qu'à partir de septembre, pour la prochaine rentrée, c'est sûr qu'il y aura, on sera ailleurs à ce niveau-là. À quel point on sera ailleurs? Est-ce qu'il y aura quand même des mesures sanitaires qui seront en place, tel le masque par exemple, tel peut-être limiter le nombre de personnes à certains endroits et peut-être moins à d'autres? Ça demeure en discussion. Mais je vous dirais qu'à l'automne, on sera ailleurs. Super. Merci, Dr. Nguyen, pour cette réponse. Donc, même si on n'arrive pas à obtenir de date de votre part, vous entendre, je dirais, contribue très certainement au vent d'optimisme qu'on sent. On sent qu'il y a une lumière au bout du tunnel davantage, donc on est très heureux de vous entendre. Les données que vous nous avez partagées dans votre présentation un peu plus tôt sont évidemment vraiment intéressantes, je l'ai mentionné, mais sont également très pertinentes pour mettre en lumière toutes les actions que nous avons mises en santé mentale, qu'on déploie depuis la dernière année, évidemment, depuis plus que la dernière année, mais cette année, on est dans un contexte bien particulier. Il y a 2 semaines, nous vous avons fait parvenir à vous, membres de l'UQAM, un courriel annonçant un plan d'action en santé mentale. Un plan d'action qui vise à faire état des actions, mais également des ressources qui sont disponibles tant pour les personnes étudiantes et qui sont offertes par les services à la vie étudiante que pour les membres du personnel et qui sont offertes par le service du développement organisationnel.
Je le mentionnais, plusieurs de ces initiatives sont nées dans le contexte de la pandémie, d'autres étaient déjà existantes et bien, par la force des choses ont été davantage en demande. Vous avez été nombreux à nous poser des questions dans les derniers mois, les dernières semaines sur nos initiatives. Donc, on a cru bon de répondre à vos questions aujourd'hui et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, Jean-Christian et moi, dans cette deuxième portion du webinaire. Donc, Jean-Christian, je te céderai la parole afin que tu nous en dises davantage sur les différentes initiatives ou différents services qui ont été mis de l'avant dans la dernière année pour répondre aux besoins des personnes étudiantes. S'il vous plaît. Merci, Louis. D'entrée de jeu, je dirais que les données quantitatives qui nous ont été présentées par la Dr Nguyen correspondent vraiment aux intuitions qu'on pouvait avoir, aux observations qu'on pouvait faire sur un plan anecdotique en regardant autour de nous, dans notre entourage, dans notre communauté. On avait vu cette détresse. On ne pouvait pas la mesurer avec des chiffres, mais on voyait bien qu'il se passait quelque chose. Et cette détresse, là, je pense que c'est très important aussi, je retiens ce point de l'exposé que nous venons d'entendre, c'est qu'il y a une détresse qui se situe de façon claire à l'intérieur du périmètre de la santé mentale, mais il y a aussi tout un malaise qui, aux yeux des personnes elles-mêmes qui le vivent, n'est pas tout à fait là, mais qui a un impact extrêmement néfaste sur leur quotidien. Et ces personnes sont celles, souvent, qui vont hésiter à demander de l'aide, à consulter, parce qu'elles se disent « ce n'est pas un problème de santé mentale, mais c'est néanmoins quelque chose de sérieux pour lequel une aide est possible. » Et c'est un peu ça notre désir. Et en fait, on s'inscrit dans les pistes d'action qu'évoquait la Dr Nguyen. Nous avons toutes sortes de ressources sur le campus de l'UQAM. Elles ne sont pas aussi connues qu'elles gagneraient à l'être, et nous cherchons à les faire connaître. Nous avons des ressources qui visent spécifiquement l'intervention en santé mentale, et nous avons des ressources qui sont de l'ordre de la prévention et qui cherchent à ratisser plus large, en quelque sorte. Alors, c'est un peu cela que je voudrais très rapidement évoquer aujourd'hui. Alors, si on parle d'intervention, nous avons des consultations individuelles auprès de psychologues qui sont disponibles gratuitement pour la communauté étudiante. Tout étudiant, toute étudiante peut avoir droit à 3 consultations individuelles auprès d'un psychologue. Dans des situations d'urgence, il y a une réponse rapide, mais généralement, en 1 semaine ou 2, on peut obtenir un rendez-vous. 1, 2 ou jusqu'à 3. Nous ne parlons pas ici d'un suivi sur le moyen long terme. Ce n'est pas l'objectif que nous nous fixons. Mais ce recours, la consultation individuelle, permet au besoin d'orienter les personnes vers des ressources qui peuvent les aider sur une plus longue durée. Donc ça, c'est, je dirais, le premier pilier de notre stratégie de réponse. L'autre vise justement c'est celui que, comme je disais, là, qui cherche à ratisser plus large, à essayer d'atteindre ces personnes qui vivent des malaises, mais qui n'iraient pas consulter individuellement un psychologue, qui ne se sentent pas prêtes à consulter. Alors, nous avons une palette d'interventions possibles pour ce type de besoins. Des activités de groupe, des activités construites autour de thématiques, de besoins spécifiques, par exemple pour les étudiants au cycle supérieur. Nous avons des activités de pairs aidants qui permettent en quelque sorte un jumelage entre les personnes. C'est un moyen de briser l'isolement. Nous avons des cafés-rencontres animés par 2 personnes spécialisées en relations d'aide avec des groupes de 7 ou 8 personnes. C'est un moyen de socialisation et en même temps, il y a un objectif qui vise à aider les personnes à faire face à ces problématiques. Et peut-être ce que j'aimerais souligner tout particulièrement, c'est le projet Résilience qui a été développé par l'équipe de nos services conseils à l'UQAM. C'est un projet qui s'est déployé à l'automne sur une période de 6 semaines. C'était à chaque semaine une nouvelle thématique qui était abordée sur le thème général de la résilience, comment faire face à cette détresse, à ce malaise, à ce déficit de motivation qui surgit dans le cadre de la pandémie. Et chacune de ces séances, chacune de ces formations a été ensuite mise en ligne. Le contenu reste entièrement accessible. Donc voilà en quelque sorte différents paliers d'intervention.
mais j'attire vraiment tout spécialement l'attention sur ces activités de groupe, ces activités de prévention, ces activités qui visent à aller aider les personnes qui n'osent pas demander de l'aide parce qu'elles ne se voient pas aller consulter un psychologue. Mais nous avons des activités qui sont pensées précisément pour ce type de besoin. Alors, pour donner une idée du volume que cela représente, les consultations à l'automne 2020, c'est 562 étudiants et étudiantes qui se sont prévalus de la possibilité d'aller en consultation individuelle. Comme il y a jusqu'à 3 consultations, c'est 1362 consultations individuelles qui ont été organisées. Et pour les activités de groupe, cette fois, on parle de 1000 personnes qui ont pu être aidées dans le cadre des activités de groupe. C'est beaucoup, mais en fait, on vise encore plus. On aimerait que ces activités soient mieux connues et il est important qu'elles rejoignent leur public, autrement dit. Donc, l'invitation qui est lancée, c'est de ne pas hésiter à s'informer. Les contacts nécessaires seront fournis à la fin de la présentation, à ne pas hésiter à y participer. Parfait, merci Jean-Christian. Et je crois que nous avons également un invité du service à la vie étudiante. C'est juste, oui. C'est Fabrice Dallaire, qui est un psychologue de notre équipe et qui va nous parler de manière plus concrète de ce qu'est le vécu d'une consultation au service conseil. Parfait. Donc, Francis Dallaire est avec nous. Est-ce que vous êtes présent, Monsieur Dallaire? Oui, je suis présent. Je suis avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Jean-Christian. Comme tu le mentionnais précédemment, nous offrons en soutien psychologique des rencontres individuelles, un service qui a pour but d'aider la personne étudiante vivant une ou des difficultés entraînant une souffrance ou une détresse psychologique. Selon les besoins identifiés, le plan d'intervention convenu avec la personne étudiante, l'aide offerte pourra prendre différentes formes d'intervention, que ce soit de l'accompagnement, du soutien ou encore de l'éducation psychologique. Donc, les principaux motifs de consultation, régulièrement et plus spécifiquement en contexte de pandémie, nous aidons des étudiants et des étudiantes aux prises avec des symptômes dépressifs et parfois même de la dépression. On offre du soutien également pour des difficultés d'ordre personnel, comme des ruptures amoureuses ou des deuils. On aborde des enjeux de développement personnel également, des enjeux, par exemple, d'estime de soi, d'affirmation de soi ou les habiletés relationnelles. On outille les étudiants et les étudiantes qui aiment bien avoir des trucs ou des stratégies pour mieux vivre le stress, l'anxiété ou la pression reliée aux études. Bien sûr, on travaille avec eux, avec elles, la motivation et la persévérance dans leur projet d'études. Maintenant, en quoi le service de rencontre individuelle est-il aidant? C'est un service qui est très accessible. Les demandes de consultation sont traitées rapidement afin d'offrir rapidement donc une plage de rendez-vous dans les meilleurs délais. Et si la situation vécue par la personne étudiante demande une prise en charge très rapide, nous serons en contact avec elle ou avec lui la journée même. Une autre de nos forces, c'est que nous sommes une équipe multidisciplinaire. Effectivement, il y a des psychologues dans l'équipe, dont une psychologue spécialisée en éducation, mais il y a également 2 psychoéducatrices et une travailleuse sociale, tous spécialisés en relations d'aide dans un milieu qui est aussi chez nous. Ça, c'est une force également, c'est-à-dire que l'UQAM, c'est notre communauté. Et on croit bien comprendre et connaître notre clientèle, nos étudiants, nos étudiantes, leur réalité, leur rythme, leurs défis et la pression qu'ils ressentent. Bien sûr, l'intervention que l'on offre est à court terme, mais cette forme d'aide est très significative. Les étudiants et les étudiantes savent qu'on ne les laissera pas tomber, ce qui les sécurise. Ils bénéficient d'un espace neutre, confidentiel, chaleureux, où ils peuvent se déposer, s'exprimer, se confier aussi, tant sur des enjeux relevant de leur vie personnelle que sur des enjeux en lien avec leurs études. Et l'intervention, lorsqu'elle est opportune, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive à point, elle peut marquer la différence pour la personne étudiante entre abandonner ou continuer son projet d'études, ou encore annuler un trimestre ou se mobiliser pour le terminer. Enfin, on entend régulièrement mentionner « avoir su que ce service existait, je serais venu plus tôt ». Ceci illustre bien le fait que nos étudiantes et nos étudiants n'ont pas à attendre de vivre un moment de crise pour venir consulter, que souvent les rencontres individuelles leur permettront simplement de les aider à mobiliser leurs ressources adaptatives afin de surmonter leurs difficultés liées aux études et ou leur vie personnelle. Voilà, je vous ai présenté en quelques mots le service de rencontre
individuel offert à la communauté de l'UQAM, la communauté étudiante. J'en profite pour inviter des étudiantes et des étudiants qui en ressentent le besoin à ne pas hésiter à nous contacter pour prendre un rendez-vous. Merci pour l'invitation à participer à cette rencontre. Jean-Christian, je te cède la parole. Mais merci beaucoup, Francis. C'est moi qui te remercie. Et en fait, je vais saisir l'occasion de remercier tous tes collègues des services conseils pour le travail que vous faites auprès de la communauté étudiante et le dévouement que vous avez montré pendant cette pandémie ou qui nous posait des défis vraiment sans commune mesure avec ce que nous avions connu. Donc, un grand merci à vous et à toute l'équipe. Merci Jean-Christian, merci Francis également pour cette présentation donc, des différents services offerts à la population étudiante. Docteur Nguyen, j'aurais le goût de vous interpeller et de profiter de votre présence pleinement. Vous venez d'entendre ce qu'on offre à nos personnes étudiantes. À la lumière des données que vous avez, est-ce que ça suscite certains commentaires chez vous? Est-ce que vous voyez qu'il y a certains besoins peut-être qui ne sont peut-être pas répondus ou peut-être des idées sur lesquelles on pourrait se pencher? En fait, j'allais dire que ce qui est manifesté, ce qui a été présenté, en fait, ça correspond tout à fait à ce que, dans le fond, dans le cadre de ma présentation, un peu les grandes mesures, à la fois au niveau universel, donc à la fois qui touchent tous les étudiants, quand je pense à programme par les pairs, quand je pense à, je veux dire, essayer de faire la promotion des services, tout ça, c'est des mesures universelles qui sont tout à fait préconisées. Et en contrepartie, justement, pour ceux qui ont déjà certains facteurs de risque ou qui présentent déjà des premières difficultés, le fait d'avoir justement ces rencontres individuelles, j'allais dire dès le départ, avant que, évidemment, la situation empire, avant que là, on ait besoin, j'allais dire de services de santé plus près de la psychiatrie, par exemple, chose qui doit quand même exister, les couloirs de service, les corridors de service avec le réseau pour ceux qui, évidemment, je veux dire, souffrent de psychopathologie. Mais effectivement, le fait d'avoir ça se situe tout à fait en prévention puis en promotion. Donc, je dirais que, en fait, non, au contraire, c'est tout à fait dans la lignée des bonnes pratiques et de ce qui devrait être fait. Ah bon, bien c'est super. Vous mettez donc une petite étoile dans notre cahier. On est très contents, ça fait plaisir. Ce que vous nous avez partagé, Dr. Nguyen, un petit peu plus tôt, faisait aussi directement référence à une orientation de notre plan stratégique de l'UQAM, en fait, tout ce qui touche la santé mentale, évidemment, toute cette portion-là. Notre plan stratégique, donc, qui est actuellement en consultation, où il y a une volonté exprimée vraiment de faire de l'UQAM un milieu de travail et d'études qui est humain. Donc, ça m'amène à vous parler du volet donc, qui est davantage dans ma cour, dans la cour du vice-rectorat au développement humain et organisationnel. Donc, c'est toute l'offre qui est faite pour soutenir les membres du personnel. Évidemment, vous allez voir qu'il y a plusieurs initiatives qui traduisent cette volonté de faire de l'UQAM un milieu de travail humain. Il faut savoir que depuis le début de la pandémie, nos deux services de ressources humaines, donc le service du personnel cadre et de soutien d'une part et le service du personnel enseignant, ont effectué différentes démarches, notamment des tournées facultaires auprès des gestionnaires, auprès des directeurs de département, directeurs de programme, mais également auprès des cadres pour capter les besoins, les informer sur les mesures particulières également qui étaient mises en place pour soutenir les membres de la communauté et également faciliter la poursuite des activités. De son côté, le service du développement organisationnel déploie depuis plusieurs années, en fait depuis l'année dernière, un plan d'action en santé psychologique pour soutenir le personnel de l'UQAM. C'est un plan, en fait, qui avait été lancé quelques semaines avant le début de la pandémie, mais qui a trouvé véritablement tout son sens durant cette période. Et c'est un plan qui vise à faire de l'UQAM un milieu de travail et d'études sain et sécuritaire, qui prend soin de la santé psychologique des personnes, qui agit en prévention et qui met en place des moyens pour soutenir les personnes en difficulté. Plusieurs activités de sensibilisation ont été offertes et sont offertes à chaque année via le biais de conférences sur différentes thématiques de la santé mentale. Et je pense ici spontanément à la Semaine de la santé mentale que nous soulignons maintenant depuis 2 ans. Vous avez été près de 200 à venir assister à une conférence, assister évidemment virtuellement à la conférence « La santé mentale
et c'est tabou. Sachez que des activités comme celle-là, on en développe d'autres. Il y en a constamment qui sont en développement et vous serez bien sûr informés lorsqu'il y en aura d'autres. Également, depuis mai dernier, à l'instar de ce qui se fait également du côté étudiant, nous avons offert des cafés-rencontres dont l'objectif ici est de briser l'isolement, de mieux comprendre son stress, les sources de son stress, mais aussi, bien sûr, à trouver des pistes de solutions, à développer des outils pour y faire face. Je trouve important de partager certaines préoccupations qui nous ont été exprimées. Certaines personnes se disent gênées de s'inscrire à ce type d'activité, ne connaissant pas trop la forme que peuvent prendre ce type d'activité, l'idée d'aller s'asseoir avec d'autres employés qu'ils ne connaissent peut-être pas, les gênes. Je trouve important de vous rassurer sur le fait que ces rencontres, ces cafés-rencontres sont véritablement faits dans un cadre très informel. L'objectif ici, c'est véritablement de vous soutenir, de soutenir des gens qui vivent la même réalité que vous. Vous êtes soutenu tout du long par un professionnel en santé mentale. L'accueil est vraiment bienveillant et je vous dirais que c'est un environnement qui est psychologiquement sécuritaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ressentez qu'un tel genre d'activité pourrait répondre à vos besoins. Et si malgré tout vos préoccupations, des questions subsistent, n'hésitez pas à consulter nos sites Web. Vous allez voir à la fin du webinaire, dans le générique final, vous allez voir un certain nombre de ressources sur lesquelles vous pouvez trouver de l'information. Par ailleurs, nous souhaitons également vous offrir un environnement où la notion de milieu de travail comme filet social trouve tout son sens et devient véritablement une réalité. Vous avez été plusieurs à nous manifester le désir de mieux comprendre comment accompagner quelqu'un qui fait face à des difficultés, quelqu'un qui semble présenter un certain nombre de signaux de détresse. Donc, le service du développement organisationnel a développé dans les derniers mois un outil très bien fait qui s'appelle « Soyons attentifs les uns aux autres ». Je vous invite fortement à le consulter. C'est un outil qui tient sur 2 pages, qui est très imagé, très pratique également. On y voit les différents signes comportementaux qui signalent des difficultés psychologiques. Et également, ça vous guide pour mieux accompagner cette personne-là, non pas pour vous-même vous improviser intervenant, mais véritablement pour l'accompagner vers les ressources de l'UQAM et ultimement des ressources qui pourraient également être à l'extérieur de l'UQAM. Pour faire un pas de plus, nous avons également débuté des formations sous le thème « Détecter les signes de détresse psychologique et savoir comment intervenir ». Donc, une formation qui couvre un peu les mêmes thèmes que l'outil développé, mais qui a été offerte à une population, différents membres de notre personnel, différents groupes, en fait, notamment les agentes à la gestion des études qui sont en contact direct avec les étudiants, mais également les directeurs de département, ainsi que les cadres et les conseillers et conseillères en ressources humaines. Ce qu'on souhaite, évidemment, comme pour l'outil, c'est vous aider pour que vous soyez capable de guider les personnes que vous détectez, avoir des signes de détresse vers les ressources qui sont disponibles. Quand on offre des formations, des activités comme celles que Jean-Christian ou moi-même avons détaillées dans les dernières minutes, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires. Notre objectif, c'est de vous soutenir, c'est de répondre à vos besoins. Et tous ces commentaires positifs et constructifs, pas obligé on ne les souhaite pas tous positifs, évidemment, nous aident à mieux répondre à vos besoins. Évidemment, depuis le début plutôt de la pandémie, les défis sont de taille pour l'ensemble du personnel et je dirais qu'ils le sont particulièrement pour le personnel enseignant. Étant moi-même professeur, je ne peux qu'imaginer la difficulté qu'a représenté le fait de devoir enseigner dans un contexte difficile, le contexte très, très atypique qu'a représenté donc, la pandémie, que représente encore. Donc, c'est également important pour nous de vous soutenir. Nous avons, sans votre grand dévouement, nous aurions pu maintenir notre mission d'enseignement. Donc, je tiens à vous, et au nom de mon collègue Jean-Christian aussi, à vous remercier pour tous les efforts que vous avez déployés dans les derniers mois. Pour vous soutenir, nous avons également mis sur pied des ateliers de coaching de groupe spécifiquement pour les professeurs, les maîtres de langue et les personnes chargées de cours. Un peu sous le thème un peu des cafés-rencontres, l'objectif ici également est d'échanger sur votre vécu, d'explorer vos sources de stress et également de trouver des façons de conjuguer le plus sainement possible, je dirais, avec les multiples défis de votre fonction.
Des ateliers ont eu lieu depuis janvier, d'autres auront lieu dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à aller consulter le site du service de développement organisationnel pour voir les dates et vous inscrire. Évidemment, je ne pourrais pas parler de santé mentale sans parler de notre programme d'aide aux employés. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Mme Marjorie Laberge, qui est psychologue et qui est conseillère au programme d'aide aux employés, qui, à l'instar de Francis Dallaire un peu plus tôt, va venir nous présenter là, les grands enjeux de son service. Donc, Marjorie, si tu es là, je te céderai la parole. Oui, alors merci Louis. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler du programme d'aide aux employés de l'UQAM. Qu'est-ce que c'est le programme d'aide aux employés? Bien, c'est un service de consultation individuelle, principalement des consultations psychologiques, où vous pouvez parler en toute confidentialité, non seulement des difficultés reliées au travail, mais également de toutes difficultés d'ordre personnel, que ce soit des problèmes conjugaux, familiaux, des symptômes d'anxiété, de dépression, de stress, problèmes d'estime de soi, problèmes de dépendance et évidemment, tout ce qui peut avoir lien avec la pandémie, puis à l'adaptation que ça demande depuis un an déjà, à la charge de stress que ça a pu demander. Donc, le programme d'aide peut vraiment être là pour vous accompagner, puis vous outiller pour une panoplie de difficultés. C'est un service qui est gratuit. Vous avez droit à 6 séances par année et vous pouvez consulter tant sur le campus qu'en dehors de l'UQAM. Vous pouvez consulter que ce soit à titre préventif avant de sombrer justement peut-être en dépression ou dans des sentiments de difficulté plus profondes, ou encore, s'il y a lieu, si vous vivez vraiment une détresse psychologique, vous pouvez consulter et obtenir un soutien sur le champ. Le programme d'aide, bien le mot dit, s'adresse aux employés, donc que vous soyez professeur, chargé de cours, employé de soutien, que vous soyez même retraité depuis moins de 2 ans, vous avez droit au programme d'aide aux employés. Et les cadres aussi, je ne voudrais pas les oublier, ont droit bien sûr au programme d'aide aux employés. Il y a certaines personnes parfois qui mentionnent qu'elles hésitent à consulter. Ça peut être difficile d'accepter qu'on ait besoin d'aide, mais le plus grand pas, c'est vraiment de le reconnaître parce qu'une fois qu'on va chercher de l'aide, bien souvent, ça ouvre de nouveaux horizons qu'on n'avait pas pu voir seul sans avoir l'aide d'une personne qui est là d'un point de vue extérieur. Et si vous appelez au programme d'aide, bien, vous allez voir, on va vous poser une panoplie de questions d'entrée de jeu pour qu'on puisse bien cibler votre demande. Et si elle est urgente, qu'on vous réfère imminemment à quelqu'un pour que vous obteniez un soutien dans les meilleurs délais possibles. Et si votre demande est non moins importante, mais moins urgente, vous pouvez être assuré que vous allez avoir un retour d'appel dans les 48 heures, puis un rendez-vous avec un spécialiste dans les 2 à 5 jours ouvrables, suivant votre appel au programme d'aide. Donc, bien, il peut tous nous arriver, évidemment, de traverser des périodes difficiles, peu importe notre âge, peu importe notre statut, mais que ce soit pour traverser une épreuve ou simplement avoir besoin d'un espace pour pouvoir parler, se déposer, briser l'isolement, sortir de notre solitude, bien, le programme d'aide est là pour ça, puis n'hésitez pas à nous consulter. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marjorie, très intéressante présentation. Je vais profiter également du moment donc, pour te remercier personnellement, Marjorie, mais également remercier l'ensemble des équipes qui travaillent à soutenir la santé mentale, donc des membres du personnel de l'UQAM. Vous travaillez excessivement fort dans les derniers mois et je vous remercie donc chaleureusement. Comme j'ai fait un petit peu plus tôt, Dr. Nguyen, j'aurais le goût de revenir vers vous, voir comment vous réagissez également aux différentes interventions qu'on développe pour les membres de notre personnel. Oui, ben, encore une fois, dans le fond, ce serait une autre étoile dans ce contexte-là, à savoir effectivement, je veux dire, on l'a vu au niveau du personnel, puis je pense que, je veux dire, ça a été clairement dit, tout ce qui est le personnel en milieu d'enseignement, ça a été quand même assez difficile pour tout le monde, et notamment pour tout ce qui a été l'enseignement à distance. Je veux dire, je n'ai pas présenté de chiffres, mais clairement, il y en a eu. Il y a d'ailleurs des études en cours sur tout ce qui a été l'impact sur le personnel enseignant. Et jusqu'à présent, les chiffres qu'on a montrent que ça a été quand même assez difficile. Tout ce qui est, je veux dire, on a tous eu à s'adapter en télétravail, mais tout ce qui est, je ne sais pas à quel point est-ce que l'UQAM était à la base versé
vers le téléenseignement et l'enseignement à distance. Mais c'est clair que pour d'autres milieux, ça a été tout un ajustement. Et sans compter tous les autres impacts de la pandémie sur la vie privée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui avaient des enfants, ça ne devait pas être évident à la fois de donner des cours et à la fois d'avoir des enfants à distance aussi et à vivre tout ce qu'ils y avait. Et pour ceux dont les écoles étaient complètement fermées, je veux dire, l'année dernière, ça a été, c'est sûr que ça a eu un impact quand même énorme sur la communauté. Donc, le fait d'avoir un programme et le fait d'avoir des activités spécifiques pour le personnel est certainement nécessaire. Merci, Dr. Nguyen. Donc, non, je vous confirme qu'effectivement, ça a été, on a eu à s'adapter beaucoup, notamment pour l'enseignement à distance. Donc, la capacité d'adaptation de tout le monde a été mise, je dirais, à rude épreuve. Alors, voilà qui conclut la présentation plus formelle de notre webinaire. Je vous avais dit qu'il n'était pas impossible que nous dépassions l'heure, effectivement. Donc, on prendrait peut-être les 10 prochaines minutes pour répondre à un certain nombre de questions qui nous ont été acheminées. Donc, avant la présentation, je vous invite également à utiliser le module clavardé si vous voulez poser des questions. Il y a fort à parier qu'on n'arrive pas à y répondre aujourd'hui. Sachez, ceci dit, qu'on va toutes les capter, ces questions-là, et qu'on va s'assurer de pouvoir répondre à ces questions et alimenter notre foire aux questions. Donc, une des premières questions, et elle sera pour toi, Jean-Christian, concerne les activités sportives, notamment les activités du centre sportif. Et nous venons tout juste d'apprendre, d'ailleurs, information de dernière minute, que la ministre Isabelle Charest a annoncé donc, que les centres sportifs et les gyms donc, pourraient être réouverts dans les zones rouges. Donc, peut-être que je pense que je te l'apprends donc en direct. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour tous. La question ici portait plutôt celle que nous avions reçue sur les activités sportives virtuelles qui ont été développées donc, dans les derniers mois, à savoir est-ce qu'avec ce retour en présentiel progressif, ces activités sportives virtuelles continueraient donc d'être mises à l'horaire. Et bon, le deuxième penchant de la question, c'est est-ce qu'il va y avoir un élargissement de l'offre du centre sportif, tant en virtuel que est-ce qu'il y aura une réouverture progressive du centre? Mais avec la nouvelle information qu'on vient de recevoir, ça change peut-être un peu la donne. Certainement, oui. Alors, pour les activités virtuelles, ça fait partie effectivement de ce qu'on explore. Il y a des initiatives qui sont nées de la pandémie dans l'urgence et qui se révèlent intéressantes pour l'avenir. Donc, nous pensons sérieusement maintenir une offre d'activités virtuelles au centre sportif à long terme. Je ne m'avancerai pas plus aujourd'hui, mais certainement, ça fait partie des intentions. Pour ce qui est des activités en présentiel, bien là, effectivement, oui, c'est une surprise d'apprendre que nous avons et c'est une très, très belle nouvelle. Nous avons été constamment à l'écoute des consignes de la santé publique pour ce qui est de l'ouverture du centre sportif. Et les consignes ont varié, ce qui fait que jusqu'à ce qu'on apprenne la nouvelle d'aujourd'hui, eh bien, la piscine venait d'être rouverte en début de semaine. Auparavant, c'était la clinique Physio Plus qui avait été ouverte. Il y a eu des périodes pendant l'automne où le centre sportif a été rouvert, puis refermé, puis rouvert dans une mesure modeste quand c'était possible. Donc, chaque fois, nous nous ajustons aux instructions qui nous sont données par la santé publique et nous les respectons à la lettre. Ça, c'est pour nous, le contraire serait inconcevable. Alors, mais c'est une excellente nouvelle de savoir qu'il y aura à nouveau une offre d'activité sportive. Tout à fait, effectivement, excellente nouvelle. Et nous faisons donc du direct. C'est les joies du direct. Adaptons-nous. Nous avons également reçu une autre question qui concerne la vaccination sur le campus de l'UQAM. Écoutez, au moment et malgré les demandes que nous avons pu faire, on n'est pas en mesure actuellement de vous confirmer qu'il y aura une vaccination qui sera offerte sur le campus, ni malheureusement que les employés qui sont en présentiel seront ajoutés au calendrier des priorités de vaccination. Évidemment, si on a du nouveau, on va vous tenir informés très rapidement, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations à cet effet. Par ailleurs, nous recevons une autre question fort intéressante, donc une question, et je la lirai. Dans mon milieu de travail, lors de rencontres virtuelles, il n'est pas rare que des collègues manquent de civisme. Je trouve ces moments difficiles et cela affecte mon moral. Je ne pense pas qu'on puisse parler de harcèlement, mais je souffre de cette situation. Quelles sont mes ressources?
Excellente question. Merci de la poser. Effectivement, la situation que vous décrivez peut malheureusement survenir et le virtuel n'en est pas exempt. Ce qui est clair, en fait, ce que je souhaiterais que vous compreniez, c'est que si vous en souffrez, encore une fois, on le dit et on le réitère, ne restez pas seul. Je vais également profiter de l'occasion pour vous mentionner que notre politique sur le harcèlement psychologique a été élargie. Évidemment, elle traite toujours des situations de harcèlement, mais elle inclut également les notions de respect des personnes, de dignité, d'équité, de respect mutuel et tout geste d'incivilité, évidemment, n'est pas le bienvenu. Donc, les conseillères du BIPH, le Bureau d'intervention et de prévention en matière de harcèlement, vous pouvez les contacter et elles pourront trouver une façon de vous soutenir pour trouver des solutions. Ça peut prendre différentes formes, de l'accompagnement, du conseil, de la médiation. Mais ce qui est clair, c'est que si vous en souffrez, ne restez pas seul et c'est important de faire état d'une telle situation si vous la vivez. Enfin, avec le retour graduel des étudiants, ça amène un certain nombre de questions également, et je pense que ça peut faire écho à la présentation de la Dr Nguyen un petit peu plus tôt. Certains se demandent si, avec le retour un peu plus important des étudiants sur le campus dès cet hiver, mais cet été et évidemment cet automne, mais je répondrai pour maintenant, je dirais, on nous demande si les mesures de prévention de la COVID seront maintenues. Alors oui, je souhaite vous rassurer, si vous venez sur le campus ces jours-ci, toutes les mesures de distribution gratuite des masques, par exemple, et l'obligation de le porter, c'est maintenu. La désinfection des surfaces est faite de façon très régulière. Également, le maintien de la distanciation physique, une mesure si importante comme l'indiquait la docteure Nguyen. Et également, on s'assure de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin le matériel de désinfection des surfaces et des mains. Donc, nous arrivons au terme de la période de questions. Le temps file. Donc, Jean-Christian, avant de conclure, je te laisserai la parole peut-être pour dire quelques mots aux personnes qui se sont inscrites à cette activité. Oui. Bon, je crois que le message clé que nous voulons donner aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment celui de ne pas hésiter à demander de l'aide. Toute personne qui ressent de l'isolement, un malaise par rapport à la situation, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre de toutes ces personnes dans notre communauté oucamienne qui sont prêtes à aider et qui sont équipées pour le faire. Donc, voilà, c'est vraiment si je devais tout résumer en un message, ce serait celui-là. Ne pas hésiter. Merci, Jean-Christian. Évidemment, je partage pleinement les propos de mon collègue Jean-Christian. Étudiants, personnel, nous sommes là. C'est important que vous le sachiez. Jean-Christian a fait état d'un certain nombre de choses. Effectivement, il ne faut surtout pas hésiter à vous informer. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'informations sur nos sites web, beaucoup d'informations sur nos services. C'est important que vous ayez lire si vous avez des questions ou des besoins. Tous les services également qui ont été abordés aujourd'hui sont gratuits. C'est important que vous le sachiez. Vous allez obtenir une réponse rapide dans les 24-48 heures si vous faites une demande. Et bien sûr, la confidentialité est assurée, c'est-à-dire qu'évidemment, tant votre identité que le contenu de vos rencontres, évidemment, rien de tout ça n'est partagé ni avec votre gestionnaire si vous êtes un employé, ni avec vos enseignants. Je l'ai mentionné, on a pu répondre à l'ensemble des questions. On aurait bien aimé le faire. On va capter l'ensemble de ces questions que vous avez pu nous envoyer et on va alimenter avec celle-ci la foire aux questions. Je profite également, comme je l'ai fait peut-être un petit peu plus tôt, je profite du moment pour vous interpeller si vous percevez qu'il y a des besoins non répondus. On est très ouvert à recevoir vos commentaires. Notre objectif, c'est réellement de vous soutenir, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous allez voir dans le générique, dans quelques secondes, l'ensemble des ressources qui ont été le plus fréquemment mentionnées lors de ce webinaire. Donc, en terminant, en mon nom personnel, mais également en nom de la rectrice Magda Fusaro et de mon collègue Jean-Christian Plot, j'aimerais remercier à nouveau la Dr Nguyen. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui et de votre contribution précieuse. Et je dirais de votre collaboration aujourd'hui, mais vous êtes une collaboratrice précieuse de l'UQAM depuis le début de cette crise. Donc, c'est très, très apprécié votre présence. Je remercie également les deux psychologues qui ont été avec nous, Marjorie Laberge et Francis Dallaire.
Merci également à notre interprète, à l'équipe du service des communications ainsi qu'à l'équipe du service de l'audiovisuel. Je vous remercie. Prenez bien soin de vous et à bientôt.